Tout de la dernière mise à jour qui a eu lieu, donc c'était Oreo. Pour info, Android P est en bêta en ce moment. Donc ce que je vais vous présenter là, c'est qu'une ébauche de ce que vous allez voir en Android P. Ce que je vais vous présenter est incomplet parce que le code aussi est incomplet. D'accord. Donc du coup, en fait, c'est cool, c'est que je suis en train de faire un talk dans 2 mois, c'est obsolète. Voilà. Donc ça, c'est la vie d'Android. Ok, on commence. Donc l'idée, c'est qu'en fait, c'est quoi le plus gros changement qu'il y a eu dans Android 8 c'est en fait un projet qui s'appelle Treble. Je vais expliquer un petit peu en fait c'est quoi. C'est simplement l'idée de réarchitecturer donc, en fait, l'OS et surtout la partie bas niveau. Donc pour ça, pour que vous compreniez les impacts que ça a derrière, que ce soit au runtime, que ce soit en termes de sécu, que ce soit en termes d'implémentation, etc., je suis obligée de vous expliquer ce qu'il y avait avant. Donc vous allez vous manger un cours d'Android un peu sec, et j'essaie de le faire le plus rapide possible. Si vous avez des questions en cours de route, arrêtez-moi, parce que c'est à ce moment-là, si vous ne comprenez pas un truc, vous ne comprendrez pas la suite. Ok, donc les problèmes, c'est quoi? Le problème à la base, c'est que pourquoi ils ont voulu faire ça, c'est le problème des releases des versions d'Android. En fait, quand vous avez une version d'Android qui sort, du coup, vous avez le manufactureur qui fait le SOC, qui va dire bon moi je gère tel chip, etc. et je vais le vendre, je sais pas, à un fabricant de téléphone, par exemple Samsung, comme exemple. Donc il va acheter ses SOC chez le mec, il faut qu'il fasse sa partie à lui, donc gérer son SOC et son kernel, etc. En tout cas une partie. Derrière, Samsung récupère son truc, lui il a aussi des trucs à lui, faut pas déconner. Donc il va rajouter sa couche par-dessus ça. Il va faire le BSP. Et après, il va dire, moi, mon but, c'est vendre le plus de devices possible. Comment je vends des devices? Soit moi, je les vends directement, soit je passe par les fournisseurs de téléphone pour vous vendre. Et c'est pour ça qu'en général, quand vous achetez un téléphone chez un vendeur, vous avez toujours la bout anime de votre fournisseur de téléphone. C'est pourquoi? C'est parce que Samsung s'est mis d'accord juste avant, parce que vous avez une image qui est spécifique, en fait, pour ce truc-là. OK ? Donc du coup, vous ne pouvez pas avoir la même image pour tous les téléphones, et en plus, en fonction du pays où vous l'achetez, vous n'avez pas forcément les mêmes périphériques exactement, parce que vous n'avez pas forcément le même GSM, etc. Les bandes, tout ce qui est la partie 4G, tout ça c'est différent, les États-Unis, l'Europe, et tout ça c'est géré par les gouvernements de manière générale, qui autorisent la couverture. Donc en fait, ça fait beaucoup de différences, et donc du coup, ça demande énormément d'argent à produire toutes ces images et ces différentes mini-versions, si vous voulez, d'Android pour le même device. Globalement le même device. Du coup, derrière, c'est que, comment ça se passe Donc, dans l'idée, c'est quoi? Donc, quand on avait avant qu'on ait Treble, il se passe que on a donc les versions d'Android qui se mettent donc, on a une version d'Android, et quand on fait une update, on met juste tout à jour. Donc, c'est-à-dire l'intégralité. C'est-à-dire le kernel, si c'est nécessaire, les drivers qui vont avec, etc., etc. Du coup, il y a tout qui part en update, ce qui est du coup fait des grosses images, des trucs assez énormes. Et du coup aussi en général, ce qui se passe derrière, si vous faites ça, pour arriver à avoir un device qui sort et arriver à faire des updates qui marchent, etc., ça prend du temps. Et du temps, c'est de l'argent. Ouais. Donc du coup, ce qui se passe, comme ça coûte beaucoup d'argent, etc., ils vont se poser des questions en fait au moment où dire est-ce que j'ai une update majeure? Donc quand je dis mineur, c'est par exemple quand une mineure, par exemple pour moi c'est je passe de Nougat 7.0 à 7.1. En général portage ça va, c'est pas trop coûteux. Mais par contre un gros portage, un changement majeur de version, c'est je passe de Nougat à Oreo, et là effectivement ça coûte encore plus d'argent. Donc dans l'idée, comme vous pouvez y voir sur ce graphe, l'idée c'est j'ai Android qui va en train de se préparer, j'ai filé à un moment donné, un début de release à ces mecs-là, aux mecs qui font les SOC pour dire ouais, est-ce que tu arrives à supporter, machin, etc. Derrière, il y a Samsung qui prend leur lait. Donc au moment où en fait le truc est vraiment sorti, alors là où j'aime pas trop, là il commence le graphe globalement vers septembre. En général, la version, elle sort plutôt durant l'été. Il y a une version qui est sortie en septembre parce qu'ils étaient super à l'arrache. Mais en général, ça commence avant. Mais globalement, si on commençait effectivement globalement en février, etc., en novembre-décembre à avoir les devices, à avoir la version, derrière, en fait, vous avez X mois qui passent. Donc, c'est-à-dire, quand vous achetez un téléphone derrière, au moment où vous l'avez dans les mains, il est déjà obsolète dans les 6 mois. C'est génial. Donc, c'est super.
Donc ça, c'était pas vraiment ouf. Donc déjà, nous, on n'est pas très contents que quand on voit 6 mois après, ah, j'ai une nouvelle version d'Android qui a telle feature qui m'aurait bien plu. Bah non, vous attendrez 2-3 ans avant de changer de téléphone portable qui coûte quand même 600 à 800 euros quand même. Sauf si vous prenez les low cost, quand même 200 euros, 200 à 300 euros, ce qui quand même fait cher. Mais vous arrivez quand même avec un device qui est périmé au bout de 6 mois. Donc c'est pas ouf. Donc la solution, c'est quoi? C'est en fait, j'aimerais bien pouvoir faire mes updates, que ça soit une update mineure comme une majeure, j'ai envie de séparer les choses. Le vrai problème, pourquoi on ne pouvait pas séparer les choses avant, c'est toute la partie qui était vendor spécifique, que ça soit donc par exemple la partie SOC autant que la partie Samsung, étaient ensemble dans la ROM, etc. Il fallait trouver un moyen de séparer les choses au niveau logiciel du terme. Donc du coup, c'est en ça que Treble vient intervenir, c'est qu'il va rajouter cette interface vendeur entre les deux, entre une partie du bas niveau et la partie du framework. Donc du coup, comment ça se passe derrière? Déjà, rien que quand je fais une grosse release, j'arrive déjà à superposer un peu mieux les choses. Oui, tout ce qui est vendeur spécifique va pouvoir être développé un peu de son côté. Pendant ce temps-là, Android fait sa petite tambouille. Et comme j'ai cette interface vendeur, qu'on va détailler un peu plus tard, elle est standardisée, etc. On ne peut pas trop tricher avec, etc. Chacun peut travailler du coup de son côté en parallèle. Eux, ils gagnent du temps au niveau de leur développement, etc. Et vous, du coup, le device aussi, derrière, sort plus tôt. Et du coup, quand vous faites des mineurs, ça va 2 fois plus vite. Donc si, par exemple, Qualcomm a envie de faire une update, etc., il va pouvoir dire, ça y est, moi j'ai mis ça à jour, lancer en fait une update sur votre device sans pour autant mettre l'autre partie au-dessus à jour. Donc c'est quand même des avantages non négligeables. Et si par exemple il y a différentes features que va vouloir ajouter par exemple Qualcomm, vous n'en avez pas besoin, tant qu'il y avait déjà les features précédentes et que les nouvelles features qui apparaissent, vous n'avez pas besoin effectivement dans la version où vous êtes, et votre device continue à marcher. Donc en fait c'est un peu ça l'idée. Donc du coup, pour pouvoir arriver à faire un truc pareil, il faut que je vous explique ce qu'il y avait avant, comme je vous l'ai dit. Donc d'un point de vue architecture, ça ressemble à ça. Je sais que c'est très gros, c'est écrit tout petit, c'est pour ça que je vais essayer... Est-ce que je peux au moins avoir la zapette? Est-ce que je peux avoir le laser? Ouais. Est-ce que le laser marche? Je suis déçue. C'est bon, ça marche. Donc en fait, c'est bon. Ok, donc dans l'idée, c'est quoi? Donc vous avez parti effectivement, comme je vous disais, donc ça c'est la version avant Oreo. Donc ce que je suis en train de vous montrer, ça marche pour globalement de KitKat, ok, mis à part la partie JVM qui est ici, globalement à partir de KitKat jusqu'à Nougat. Donc vous avez vos devices kernel. Ici on a Binder, on va en parler après, qui est le driver d'IPC d'Android. Car pour lui, vraiment spécifique à Android, et le driver de share de mémoire partagée derrière. Ensuite, derrière, vous avez tout ce qui est les drivers spécifiques, finalement, votre vendeur, le Wi-Fi, l'audio, la gestion du contrôleur, etc. Au-dessus, pour que ça fonctionne tout ça, donc vous avez bien sûr tout ce qui est init pour pouvoir démarrer votre device, vous avez un mini shell quand même pour pouvoir, si vous branchez votre téléphone avec ADB pour accéder à un shell, c'est dans ces parties-là que ça se passe. Et après, vous avez différentes sous-parties. La première, c'est que vous avez besoin d'avoir donc déjà des démons qui tournent. Ces démons-là sont des démons natifs, ok? C'est des démons système. La plupart d'entre eux tournent quand même à des niveaux de privilèges qui sont pas complètement root. Alors, certains sont complètement root, hein, mais plutôt ce qu'on appelle un user qu'on appelle système, qui n'est pas root, mais qui est presque root. Donc même si on arrive à être user system sur un device, c'est la joie. Donc c'est lui qui va, en fait, c'est Zygote qui va lancer, les différents une partie des process. C'est init, pardon, excusez-moi, il va surtout lancer Zygote, et c'est Zygote qui est responsable de quand vous cliquez sur une application sur votre téléphone, qui va lancer l'application. D'accord? Donc c'est un démon qui est important. Derrière tout ça, pour que ça marche, il faut des libs natives, notamment Bionic. Bionic, c'est la bibliothèque native, c'est la libc d'Android. Okay, ça a juste un autre nom, ça vient de BSD, si je ne me dis pas, avec moyennant des syscalls en plus, en moins, etc. Mais globalement, c'est clairement inspiré FreeBSD. Et d'autres libs natives, et bien sûr, comme un Android sans écran, c'est un Android qui n'a pas vraiment de sens, mais il y a toute la partie OpenGL, etc. etc. Derrière, il faut arriver à ce qu'on ait, en fait, on a une HAL ici. En fait, l'idée, c'est que vous avez des drivers en dessous, donc votre GPU, etc. Et il faut qu'on arrive à communiquer avec ce qu'il y a au-dessus, et donner un niveau d'abstraction suffisant pour que justement ce soit plus facile derrière d'interagir au niveau du framework. Et c'est le rôle de la HAL ici, et vous avez globalement pour chaque périphérique, chaque device, etc., vous avez une HAL qui lui est dédiée. Derrière, on remonte, donc là on arrive, donc en fait, tout ça c'est écrit
en C et C++. Okay, donc pour pouvoir remonter sur la partie Java, il faut passer par le GNI. Donc c'est pouvoir, en fait, le GNI permet d'appeler du C, C++ depuis le Java et inversement. Okay, donc dans les deux sens, ça marche. Et donc du coup, de pouvoir remonter sur la partie système Java d'Android. Et en fait, dans cette partie-là, vous avez aussi des services système Java. Okay, évidemment, ceux-là sont branchés sur les démons natifs qui tournent derrière, évidemment. Et tout ça, ça passe essentiellement par le runtime. Et la dernière, c'est effectivement Art, qui est la dernière JVM d'Android. Donc du coup, on continue. Là, vous avez la partie framework. Donc la partie framework, c'est le framework que vous utilisez pour les applications. Okay, donc globalement, quand vous avez une application, elle n'accède globalement quasiment que à ça. Okay, et elle passe effectivement par l'API qui est définie ici. Bon, du coup... Non, ça ne marche pas, c'est vrai. Donc derrière, je suis obligée de parler aussi un peu de kernel. Il faut savoir notre truc aussi qui est un gros problème chez Android, ce qui est un vrai problème, c'est que les kernels qu'on avait jusqu'à présent étaient vieux. Mais quand je dis vieux, c'est vieux. Ça veut dire qu'on est du 3.4, du 3.10. À l'époque, on était déjà dans des versions 4. Donc pour certaines versions, en tout cas, c'était clairement le cas. Donc clairement, les noyaux d'Android sont à la ramasse. Du coup, il fallait qu'ils backportent tous les pages de sécu quand ils avaient le temps et quand le mec veut bien le faire gentiment, parce qu'il n'est pas obligé de le faire. Chacun a son kernel de son côté, etc. maintient sa version. Google, c'était le cas aussi pour ses devices. En fait, ça a changé pour la nouvelle version. On va voir ça plus tard. Je peux même faire une rump complète sur les kernels, en fait, pour Oreo. Ouais, je peux passer des heures. Donc, du coup, en fait, l'idée, c'est qu'ils étaient tellement vieux, etc. Toutes les pages de sécurité, ils n'en profitaient pas. Et donc, du coup, vous avez des kernels vachement obsolètes qui se baladaient sur le marché. Donc, votre device était techniquement pénétrable par ce bout-là. Donc, du coup, la plus haute version qu'on a réussi à atteindre à ce niveau-là, c'est quand même la 3.18, ce qui est quand même pas énorme. Et donc, voilà. Donc, du coup, on se travaille avec des devices qui ont des kernels vachement vieux, pas de backport de sécurité, ou presque. Et ça dépendait à la fois de Google et à la fois de la personne qui s'occupe du SOC et de votre manufacture de device. Derrière, donc du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de Binder, qui est le driver d'IPC d'Android, qui est effectivement, lui, un peu particulier. L'idée, lui, son rôle, effectivement, c'est de pouvoir share de la data et des file descriptors à travers le système. Okay, et pour arriver à faire ça, il a un petit copain qui s'appelle HMEM, Anonymous Shared Memory Driver. Lui, son but, c'est globalement, moi, je vais découper la mémoire en région, etc. Je vais te filer, j'ai un ref counting pour vérifier que est-ce que la ressource est bien utilisée. Si elle n'est plus, je la vire. Donc globalement, il s'auto-nettoie gentiment tout seul. Et derrière, c'est grâce à SHMEM que Binder peut arriver et balancer justement ces zones mémoire à travers pour les process. Donc le process, il arrive, il alloue, HMEM fait OK, c'est bon, et je te le partage à une autre application potentiellement via Binder. Ça, c'est l'explication la plus simple que j'ai pour vous. Ok, du coup, maintenant ça ressemble à quoi? Voilà, c'est ça, c'est la partie aussi. Donc du coup, en fait, là, j'ai deux applications en fait, qui sont en train de tourner. Et celle-ci a la particularité de ne pas avoir d'activité. Donc ça existe dans Android, d'avoir des applications qui n'ont pas d'activité. Elles sont en train de tourner, vous ne les voyez pas tourner, mais elles sont bien en train de tourner derrière vous. Et là, effectivement, elle a un service applicatif qui est en train de tourner en background. Ici, j'ai une autre application qui, elle, a une activité. Et donc voilà. On a le service manager. Alors lui, en fait, il y a des rois du monde dans Android, et lui est un roi du monde. Lui, globalement, il sait tout ce qui se passe sur le device. Il sait quel service système est en train de tourner, qui communique avec qui, avec quoi. Donc ce qui va venir se passer, c'est globalement quand lui, il va se lancer donc au démarrage du device, il va dire à Binder, c'est moi qui gère les contextes. Parce qu'en fait, il y a un contexte par application. Et je dirais même, il y a plusieurs types de contextes. Là, ici, si vous avez une activité qui se lance, vous avez un contexte activity qui est généré. D'accord? Si vous lancez un service, vous avez un service contexte qui va avec. Et dès que vous faites faire un échange soit l'un, soit avec l'autre, c'est via ce contexte. Parce qu'en fait, ça l'identifie. On sait à qui appartient ce contexte. Et du coup, en plus, les service managers, c'est du coup qui, pourquoi, etc. Résultat des cours, donc il s'initialise ici. Lui, ce qu'il fait, moi j'ai demandé un contexte pour pouvoir tourner. Moi aussi, j'ai demandé un contexte, s'il te plaît. Et comme là, c'est l'activité qu'il demande au service de lui demander un truc, c'est l'activity manager qui va lui donner le contexte. Parce que l'origine, ça vient de lui.
Et derrière, moi, ce que je veux faire, c'est pouvoir communiquer les deux ensemble. Du coup, l'activity derrière, une fois qu'il a réussi à s'enregistrer correctement, va dire, tiens, au fait, est-ce que je peux taper sur le device à côté? Oui, oui, tiens, tu peux taper comme ça. Ah ben moi, je veux pouvoir taper comme ça. Allez, vas-y, je t'envoie potentiellement de la donnée. Je peux même carrément réveiller une application comme ça, si je le souhaite. Et donc, voilà. OK? Donc, globalement, ça fait pour réveiller, on peut lancer d'autres applications, etc. Vous savez que sur Facebook, quand vous lancez Facebook, vous avez la petite icône Messenger qui se lance et vous cliquez dessus, vous avez Messenger qui se lance. Bah, c'est exactement ça ce qui se passe. OK? Donc, voilà. Donc, pour ça puisse se marcher et que les applications qu'on est dans... En fait, la partie applicative que je vous ai montrée là, ici, cette partie-là, là, en général, ça c'est la partie qui ont le framework. Donc, enfin, en général, vous avez c'est la partie qui correspond au framework. Donc, il faut que ce truc-là arrive à descendre dans les couches pour pouvoir communiquer. Et ce truc-là ne se fait pas tout seul, évidemment, parce que vous avez un qui veut appeler, du coup, qui est l'appelant, qui veut appeler lui, et il faut qu'il passe à travers Binder. Donc, il passe par un proxy, lui, il trouve le thread, lui, du coup, il peut taper sur son stop, et du coup, il peut appeler la fonction qui va bien. Bon. Alors imaginez que maintenant chaque application connaisse toutes les fonctions, etc. possibles des autres. Ça ne marche pas. Du coup, on se dit, on va peut-être faire une interface où en fait, mon appelant, il va savoir dire quel est son proxy et surtout quel est le stub de l'appelé, en fait. Comme ça, j'ai un truc générique, je vais définir une interface pour faire ça, et derrière, j'ai pu écrire mon interface et le code va se générer tout seul. Et cette interface-là, ça s'appelle les AIDL. C'est un des gros bouts d'Android. Ok. On dirait, si vous voulez, qu'on parlait de Binder, tout ça, ça fait vraiment partie du mécanisme d'IPC d'Android. On a parlé donc là de Binder à proprement parler, de comment il s'échangeait la mémoire ou la data. Derrière, comment il arrive à taper via les AIDL. Et pour ceux qui ont déjà fait des applications Android, vous voyez ce que c'est qu'un intent? Ça parle à quelqu'un? Et les intents, c'est encore la version du dessus. C'est la partie justement de l'application qui va dire, au purement applicatif, dire je veux taper sur l'autre. Et c'est elle. Donc en fait, vous avez vraiment toute la trace du mécanisme d'IPC dans Android. Mais là, on s'en fout un petit peu pour le problème qu'on a. Donc du coup, en fait, c'est un système de client-serveur. Donc du coup, c'est une interface pour décrire vos IPC. Et en fait, ça ressemble vachement à une interface Java. Ok. Et quand je dis que ça ressemble vachement à une interface Java, ça ressemble vachement à une interface Java. Ok. Donc voilà, je vous donne un exemple pour le vibreur. Voilà globalement à quoi ça ressemble. J'ai pris cet exemple, non pas au pif. Hein. Ok. Je veux juste que vous reteniez le vibration effect, etc. Vous voyez, il y a Binder ici qui traîne, etc. etc. Ok. Bon. Donc du coup, pour pouvoir... Maintenant, on va reparler de la HAL. Je sais que je suis montée vachement haut. Là, je redescends un coup dans mon architecture. Donc là, je suis sur la HAL, c'est la partie qui, en globalement, c'est la couche d'abstraction qui me permet d'appeler mes devices et d'accéder justement à mon driver et de pouvoir faire fonctionner mon matériel. Ok. Donc globalement, ce truc-là est standardisé, évidemment. C'est composé de deux choses, en fait, ce qu'on appelle un module client et d'un module client et d'un module device, et libmodule. La partie, la lib.so, la toute première qui est là, c'est vraiment la couche vraiment qui est la plus abstraite. Par exemple, pour vous donner une idée, vous avez l'API des sensors, d'accord? Donc les sensors, ça va être votre gyromètre, ça va être la petite LED par exemple, bref, tous les sensors, enfin pas la petite LED, peut-être pas forcément. Non, tu as le gyromètre, l'accéléromètre, genre de bêtises, vous allez avoir le GPS qui est dedans aussi, accessoirement, etc. Et tout ça, en fait, il faut que ça soit standardisé, sinon le reste marche plus au-dessus. Et que s'il faut changer l'un, il faut tout changer. Donc résultat des cours, cette partie-là, c'est la partie la plus abstraite en fait de la HAL. Et la lib qui est en dessous, c'est la partie qui est device spécifique. C'est pour pouvoir appeler votre driver derrière, faire la partie implémentée. En fait, c'est la glue, si vous voulez, vraiment votre driver et la partie et l'API qui est proposée. Ok. Donc voilà. Bien sûr, la HAL, comme on l'a montré tout à l'heure, si je reprends mon schéma, elle est utilisée à la fois par les démons natifs, mais autant par les services Java, qui peuvent directement taper sur une HAL si elle le veut. Au hasard, le vibreur, par exemple. Et donc, voilà. Ah, je vais pas m'en sortir. Donc, si je recolle tous les bouts de ce que je viens d'expliquer. Si je reprends la zapette, 30 secondes.
Donc au démarrage, j'ai système serveur qui s'initialise et qui dit à Binder, c'est moi qui gère les contextes, tous les contextes, et je suis maître du monde. Derrière, ce qui va se passer, je vais vouloir avoir une application qui va vouloir dire, bah, moi je veux accéder au vibreur et je veux faire vibrer mon device pendant X temps. Et donc lui, regardez bien que la partie qui est grise, ça veut dire que ça tombe dans son process à lui. Ok ? Donc du coup, ce qui se passe ici, déjà, pour pouvoir se faire, il faut, comme je vous l'ai dit, on a des services Java. D'accord, système. Bah, déjà, le premier truc qui va se faire, c'est que le système serveur, il a en fait, dans un coin, tous les services qui peuvent s'enregistrer, donc qui vont être lancés, en fait. D'accord ? Mais spécifiquement dans son contexte à lui. Donc, du coup, derrière lui, bah, il y a un service pour le vibreur. Voilà. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va lancer le service. OK ? Et donc voilà, donc il va enregistrer et lancer le service. L'autre, il va dire, moi je veux accéder au vibreur, je passe par mon proxy, ok ? Du coup, ça passe par Binder, d'accord ? Du coup, résultat d'après, le proxy, comme il passe par Binder, arrive jusqu'au service Java. Une fois qu'il est dans le service Java, il va dire, bah ça y est, en fait, moi je sais que ce truc-là est bindé sur une HL, donc je vais loader, accéder à la lib.so qui correspond, qui va, elle, taper sur l'implémentation de la lib hardware dont je vous ai parlé, qui est device spécifique du vibreur du téléphone X Intel. Et du coup, qui va pouvoir lui écrire, disant, vas-y, je t'écris genre 3 là-dedans dans Enable, pour pouvoir faire vibrer pendant 3 millisecondes le vibreur. Là, il en a juste lancé le vibreur. Maintenant, vous voyez votre device, tout ce qu'il y a comme périphérique et d'applications que vous lancez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe. Ouais, ça fait peur. Mais ça va vite. Ah, ça va vite. Ça dépend. Quand le système est surchargé, là, c'est la mort. Bref. Donc, du coup, comment vous voulez pouvoir faire en sorte d'isoler ce truc ? Parce qu'en fait, le but, c'est quand même de vouloir isoler tout ça, quand même. Surtout la partie bas niveau. Je parle d'une petite chose aussi, c'est que globalement, on a aussi un truc qui s'appelle les CTS dans Android. C'est que globalement, quand vous réalisez un device, vous avez une test suite. Rien ne vous oblige à respecter la test suite, parce qu'en fait, cette test suite, elle est rattachée à un truc qu'on appelle le CDD, qui est un document complet que Google a écrit, qui fait des pages et des pages, qui liste le hardware, qui liste le software, comment doivent se comporter les trucs, etc. Et globalement, ce truc-là est fait de telle manière que si vous voulez avoir un Android qui soit certifié par Google, vous puissiez tester et dire, du coup, moi, j'ai pas passé mes CTS, donc tu peux me certifier, tout se passe bien. En plus, ce truc-là est parfaitement customisable, donc vous pouvez rajouter vos tests à vous, etc. etc. Alors, ce truc-là, c'est génial. Ça teste tout. Et quand je dis tout, c'est tout, c'est-à-dire le son. Déjà, ça prend globalement 4 à 5 heures. Donc déjà, vous ne le lancez pas la nuit. Parce que sinon, il va vous tester pendant la nuit toutes les sonneries que vous avez sur votre téléphone. Ou qu'il y a dans les CTS. Ok ? Donc, attention, ça a l'air super sympa. On ne le lance pas comme ça, le truc tout seul, en disant vas-y, lance le truc, ça va bien se passer. Non, ça va pas bien se passer. Et vous mettez ça dans une salle ailleurs aussi. Si vous n'aimez pas votre voisin, c'est vraiment le moment de le coller à côté de son mur. Donc voilà. L'avantage de pouvoir certifier en fait un Android, c'est pour les Google Apps. Alors, certifier, ça veut dire que tant qu'en fait vous ne respectez pas ce CDD qui correspond au CTS, vous ne pourrez pas installer les Google Apps. Donc sur les devices, téléphone, tablette, vous sentez que c'est un prérequis. Après, en fonction de développement que vous faites, pour qui vous travaillez, etc. derrière, ce n'est pas une obligation. Donc votre device va quand même continuer à marcher. Okay, c'est juste que vous ne pourrez pas installer les Google Apps. Bon, donc maintenant, oui. Eh ouais, oui. Il y a un rapport il y a un rapport qui est généré à la fin, et il balance le rapport à Google, avec des logs, des fichiers de logs, des choses comme ça. Donc, là-dedans, où Treble intervient, et puis surtout, on a dit, en fait, je veux changer la partie bas niveau. On a vu il y a 10 secondes quand même, c'est vachement bien relié entre eux, que c'est bien copié-collé, là, c'est bien rattaché ensemble. Du coup, comment ça se passe? Donc ça, c'est ce qu'on avait avant. Donc j'ai fait un schéma un peu simplifié, avec, justement, les nouvelles parties. Alors, je me mets là. En fait, ici, on va avoir une interface vendeur ici et ici. Alors, vous inquiétez pas, les deux trucs là sont identiques. Mais globalement, on a commencé à séparer le kernel de ces HAL, globalement, et des natifs démons, etc. Et pour arriver à faire fonctionner le framework, on a rajouté encore des couches.
Okay, je ne vais pas attaquer le VDNK parce que j'ai pas eu le temps de regarder. On va parler de tout ce qui est du reste ici là. Donc l'idée c'est qu'on avait voulu isoler donc ces parties couches basses. Et du coup, comme on a vu tout à l'heure, c'est quand même vachement bien relié. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé et comment ils ont fait pour arriver à faire ce truc-là? Autant vous dire que c'est du travail qui était lourd. On va voir en quoi ça change. Et justement en prenant l'exemple du vibreur. Donc les HIDL, c'est quoi? Donc si je reviens, ah non, ça marche pas, c'est pénible. Les HIDL, donc la partie que vous voyez là juste au-dessus de la partie HAL, c'est un langage d'interface qu'ils ont été définis exprès pour. Vous avez le VDNK qui en fait, en gros, c'est globalement en fait pour que le vendeur puisse faire ses propres HAL à lui dans son coin, d'accord? Et après, on a la vendor interface, et bien sûr pour aller avec tout ça, parce que si on avait les CTS avant qui validaient tout l'OS. Bien sûr, maintenant qu'on a des vendeurs spécifiques, que tout est séparé, on a la partie test suite qui correspond justement à ça. Et ça va rentrer encore une fois dans le processus, est-ce que mon device est certifié ou pas. Donc voilà. Donc du coup, maintenant, pour revenir au kernel, ce que je disais déjà, un autre truc qui était majeur dans Android, au-delà du Project Treble, il y a aussi les kernels qui ont été mis à jour. Et quand j'ai dit mis à jour, donc, on a enfin du 4.4 sur Oreo. Est-ce qu'on va arriver à voir plus pour le... Ouais. On est content. Oui, non, mais attendez. Oui, tu peux râler, mais wouh! Alors, surtout le truc, la partie importante, ils ont pris des LTS, donc des long term support kernel. Donc, ça veut dire que le kernel, même si Google a choisi le kernel qui n'avait pas été supporté longtemps, celui-là va durer à peu près entre 4 à 6 ans à peu près. Celui-là, le 4.4, il finit en février 2022. Donc, on est large. C'est-à-dire, je vais pouvoir faire plusieurs releases d'Android avant de me dire je me mets mon kernel à jour. Vous voyez pourquoi je parle du kernel d'un seul coup, là, on est assez content. Mais reste dans la nature, tout de même, des devices en 3.10 et en 3.18, sinon c'est pas drôle. Donc voilà. Derrière, donc du coup, on revient donc, sur les HIDL, donc cette fameuse interface qu'il y a là-dessus. En fait, ça ressemble un peu aux HIDL avec leur spécificité, spécificité bas niveau. On va voir des exemples. L'avantage non négligeable de ces HIDL, alors ça se dit HIDL en français, enfin non, en français ça se dit pas comme ça, j'en sais rien. En anglais, ça dit idle, mais IDL en anglais, ça se dit idle. Comme je parle trop vite, que je prononce les mots très mal, on va rester en français. Ok, donc ça se peut s'implémenter en Java et en C++. C'est plutôt cool, ça veut dire que les mecs qui ne savaient pas faire du C++ peuvent le faire en Java. Ouais. Et donc du coup, aussi par contre, ça ne marchera pas tout à fait de la même manière. Et derrière, aussi, ce qui est hyper important, c'est que maintenant, là, on est en train de dire, je veux séparer mes bouts, ok? Comment je peux garantir que j'ai quand même une linéarité entre les bouts que je suis en train de faire? Il va falloir que tout ça soit versionné, en fait. Et surtout, formalisé d'une certaine manière pour qu'on arrive quand même à recoller les morceaux derrière. Donc, du coup, voilà, je vous présente du coup un exemple d'IDL, donc du vibreur. Vous vous souvenez de l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure? Voilà l'HIDL qui correspond. Et donc, du coup, lui dit, voilà, la fonction machin prend ça en paramètre et on va récupérer, et va générer en retour ce truc-là. Et globalement, c'est comme ça qu'on va venir définir. Donc, vous voyez, c'est quand même pas tout à fait pareil qu'on a ZIDL de tout à l'heure, mais c'est là, on n'est encore pas complètement perdu. Donc, mais donc là, on est en train de dire, tu vas me générer ce truc-là. Générer? Ouais, on va même devoir définir les types de retour directement avec les HIDL. Donc du coup, on est déjà avec deux fichiers différents. Celui qui liste les fonctions, etc. Et l'autre, les valeurs de retour. Je vois Gabi qui fait dans le nom de la tête. Ah, t'es pas prêt, t'as pas vu la fin. Donc du coup... ah oui. Parce que ma private joke, c'est dire qu'Android, c'est de la merde. C'est bon? Enfin voilà. Bref, du coup... donc tous les types de retours sont aussi spécifiés dans un fichier à côté. Ok. Et du coup, tout ça, j'ai bien dit generate. Du coup, on va du code générer. Du coup, on a un petit binaire qui s'appelle idlegen, okay, qui va pouvoir générer mes fichiers. Ces fichiers HL, comme vous avez vu, c'est pas vraiment des fichiers Java, mais on n'y est pas loin, donc ça va pouvoir me générer des fichiers Java, des classes Java. Que derrière ces classes Java, je vais pouvoir en faire une bibliothèque. Donc là, par exemple, pour le coup du vibreur, ça va finir dans la bibliothèque Android, HIDL, base, V1, machin, etc.
Ensuite, une partie que je ne vous ai pas montrée là, parce que bon, en fait, le code n'est pas très intéressant, c'est pas vraiment du C++, parce que c'est pas du C++, c'est du pseudo-code C++. Un peu comme le Java d'avant. D'accord? Du coup, derrière, où en fait, on a la partie vraiment CPP, donc la partie native du vibreur, pour pouvoir parler au device qui est derrière. Ok? Donc du coup, à partir de là, on va générer le fichier C++ qui va bien. Okay, pouvoir faire la lib native qui va bien, et la lib native, là par exemple, Android hardware .vibrator at 1.1. Alors le at 1.1, c'est une convention. Je vais expliquer 2-3 choses. Quand je vous ai dit, c'était en fait, comment ça s'appelle, versionné. Quand je dis que c'était versionné, la version elle est là. Hein. La version elle est dans le nom du paquet. Et si elle n'y est pas, ça ne marchera pas. Donc la version est hyper importante. Donc, on se dit, bon, ok, donc du coup, là, je suis en train de générer des bouts dans tous les sens, et il faut que je passe arriver à communiquer avec la partie au-dessus. En fait, on va avoir différents types de HL. Comme je dis déjà, on a du Java, du CPP, du C++, et ça marche pas tout à fait pareil. En fait, on part d'où et on veut aller où? On est là. Et en fait, idéalement, un jour, on aimerait finir là. Et on va y aller doucement. En fait, je viens de passer 2 types de HL, c'est-à-dire pass-through ou benderized. En gros, ça veut dire soit j'attaque directement depuis l'HIDL, va la partie générée, etc., pour l'interface, pour le device en question, arrive à taper la lib native que je vous ai parlé tout à l'heure, qui est abstraite, puis à taper la partie device spécifique. Ok? Ça, c'était le premier truc. L'autre solution que vous avez, c'est passer par binder. Et donc là, on passe par binder. Et quand on va passer par binder, une des choses qui est très présente, surtout sur la dernière version, c'est en fait, je vais créer un service spécifiquement pour mon hard, qui lui va faire l'EDL open de la première ligne, qui va taper sur le truc, qui va encore taper sur le truc, et je vais arriver en bas. Ok? Idéalement, ce qu'on devrait avoir, c'est ce truc-là. C'est-à-dire, bah, en fait, idéalement, on veut avoir ce truc-là. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé. J'ai pas mal cherché. J'ai trouvé ça plein. Pas de problème. Ceux-là, je ne les ai pas encore tout à fait vus. Donc voilà. Donc du coup, dans le cas dans Oreo. Donc à mon avis, dans Android P, par contre, le dernier, on va l'avoir. Donc, ça, ce qu'on est en train de dire, c'est que du coup, qu'à chaque fois qu'un service Java, genre une application qui va appeler un truc, un machin, accéder au GPS, accéder à la caméra, c'est le gros truc bien lourd, et ben à chaque fois, on va passer par Binder ou potentiellement par l'autre truc. Dieu merci, non. Parce que ça va pas. En tout cas, pour la caméra, clairement, si ça passe. Par exemple, la partie qui est importante, c'est la partie OpenGL, toute la partie rendering. La partie rendering, si je fais ça, ça va pas bien se passer. Du tout, du tout, du tout. Donc, du coup, en fait, lui, il a un truc qu'on appelle, dans les pass-through que je vous ai montré tout à l'heure, il y a un mode que je vous ai pas, qui n'est pas affiché, en fait, qui s'appelle le pass-through avec same process. En fait, on va charger la lib directement dans le same process directement de celui qui l'a appelé, et ça va rester dedans et ça va rester chargé. Ok? Parce que sinon, en fait, le rendu, ce n'est qu'un au revoir, tout ça, machin. Donc, du coup, voilà. Donc, ce truc-là, donc c'est Vulkan qui tape dessus. Toute la partie memory mapping aussi, ça va avec. Bien. Donc ça, on a fait, ça y est. Donc là, j'ai commencé à isoler vite fait mes libs, mais maintenant, il faut que je le raccroche au bout qui est au-dessus. Pour que je le raccroche au bout qui est au-dessus, je suis en train de dire qu'il va falloir que je standardise en fait mes bouts là. Parce que là, ok, j'ai généré des trucs, j'ai des fonctions, etc. Ok, elles sont versionnées et tout. Mais comment le haut, il sait sur quelle version il a besoin, est-ce qu'il est en bas, c'est disponible, etc. Et tout est fait en statique via des fichiers XML, comme s'il n'y en avait pas assez dans Android. Pour ceux qui en ont déjà fait un petit peu, savent que globalement, le nombre de fichiers XML, c'est un truc monstrueux dans Android. En fait, là, on continue à en avoir, et puis on ne va pas avoir un, on va en avoir 4. On est en train de dire, oui, c'est vrai, on n'est plus à ça près, mais bon, quand même. Donc, dans l'idée, c'est quoi ces trucs-là? Donc, ici, là, donc, ce qu'on appelle device, c'est pas le device, le périphérique, hein, c'est le device au sens téléphone du terme. Okay, donc, lui, en fait, dans sa configuration de son device, quand vous construisez un device sous Android, dans son dossier à lui, ce qu'il va avoir, c'est qu'il va avoir un device manifeste en disant, moi, j'ai besoin de tel HAL pour marcher, sur telle version. En gros, telle instance, il va donner des détails, etc., etc. Il va falloir que ce truc-là, il puisse matcher la matrice de compatibilité du framework. Est-ce que le framework machin a le droit d'y accéder ou pas?
Donc globalement, si vous n'avez pas un minimum de linéarité entre ces bouts-là, vous sentez que ça va pas bien se passer. Évidemment. Donc voilà. Et du coup, derrière, bien sûr, le framework, il a son manifeste aussi, qui doit être globalement linéaire du device, de la matrice de comptabilité du device. Ok? Donc comment il récupère ces infos? Bien sûr, ces infos sont récupérées au runtime via une fonction, ah, je sais pas. Ok, là, je suis peut-être un peu rapide. Donc ça ressemble à quoi ce manifeste? Donc la partie device, globalement, comme je vous le disais, donc voilà, le transport, qui va transporter les informations entre, justement pour la HL. Là, on voit clairement que c'est marqué binder, quand même, en gros. Donc, en fait, c'est la lib hardware binder, donc la partie basse de binder, la partie native. On voit que c'est le device parce que c'est juste écrit là, ok, les versions, etc. Le nom de l'interface qu'il faut que ça tape derrière, et après l'instance correspond, le nom de l'instance. Je vous montre ça aussi parce que, comme on parlait tout à l'heure de l'OpenGL, qu'il faut qu'il tourne, etc., dans un truc qui s'appelle SameProcess, directement, en fait, on marque natif, on dit le nom qu'on veut, les versions qui sont disponibles. Et il y a un truc super intéressant là que je note pour le moment, c'est la SE Policy. Les SE Policy sont aussi, maintenant, standardisées de la même manière. Elles sont écrites à la main. Ah non, oui, excusez-moi, oui, tout ça est écrit à la main. Il n'y a pas d'outil de génération automatique. Ça a été trop bien, mais non. Ah, elles sont déjà toutes écrites à la main à la base. Hein. Alors ils ont des règles, machin, etc. Mais à partir de là, ils vont pouvoir les faire. Mais déjà, tu as 1 million de fichiers écrits. J'en ai déjà écrit quelques... Ouais, mais tu as une partie écrite à la main. Et tu en as partout. Tu en as partout. Donc, la partie framework, vous voyez que c'est globalement à peu près la même chose. Lui aussi, on lui dit que le manifeste, pour le manifeste, tu vas passer par binder. Ok, sauf que lui, la binder, à ce niveau-là, ça va pas être la même, ça va être le jar qui va aller avec. L'interface, du coup, c'est pas la même parce que c'est la partie Java. Je rentre pas dans les détails. Tout à l'heure, vous vous souvenez, on avait le Java, la partie qu'on avait montré les sons sur le vibreur. Il y a un moment, il y avait marqué un manager. Le manager, ça commence par i quelque chose. I quelque chose, ça veut dire bonjour, je vais taper sur les IDL. D'accord? En résumé, c'est ça. Donc on sent qu'on va voir l'IDL justement qui va faire l'interface justement derrière pour que Binder puisse taper sur ce qui va bien. Ok. Et derrière, en fait, oui, au fait, l'instance, je vais appeler SH même parce qu'en fait, c'est l'allocateur mémoire. Ce serait cool que ça soit le même partout. Enfin voilà. Ok, on continue. Voilà, donc, là, c'est ce qui est bien sur celui-là, c'est qu'on montre aussi qu'en fait, le roi du monde, il subit la même chose. Lui aussi, il a des politiques derrière. Lui aussi, on lui dit. Alors, le default, en fait, ça veut dire tu passes par Binder. Okay. Globalement, on voit aussi que donc, effectivement, le roi du monde, lui aussi, est soumis dans le framework à être aussi, vu que c'est lui qui va pouvoir communiquer entre autres aussi avec Binder, s'il n'attaque pas Binder, c'est mort. Ok, donc du coup, comme je disais tout à l'heure, on sent qu'il y a une linéarité qui doit être faite entre les deux. Donc tant qu'en fait, cette partie interface, ces parties trucs-là, ces XML ne sont pas touchées, machin, etc., que les fonctions correspondantes sont bien, pareil des deux endroits, en fait, que ce soit entre l'HL et la partie du dessus, tout va bien se passer. Donc c'est-à-dire que vous pouvez rajouter des features, mais pas les enable tout de suite. Et après, ce sera la partie du dessus qui pourra les enable plus tard si elle le souhaite, mais votre device continue à tourner en fait. C'est surtout ça que ça veut dire. Donc du coup, le truc important aussi, c'est qu'en fait, c'est dans le framework. Le framework va pouvoir demander les configurations kernel. Et en fait, quand je dis config kernel, c'est autant la version de savoir quel module est chargé, est-ce qu'il est présent, est-ce que j'ai le droit de le faire, etc. etc. Donc c'est-à-dire que je commence à pouvoir remonter aussi des informations au framework qui n'avait pas accès forcément avant. Enfin, pas aussi simplement que ça en tout cas. Donc, maintenant, c'est comment je peux accéder à ce truc-là? C'est j'arrive pour un device donné, au device, donc là le téléphone parlant, cette fonction, donc la fonction getRuntimeInfo va prendre un device en paramètre et va récupérer dans la partie framework l'ensemble des infos qu'on a pu voir juste avant, qui sont détaillées dans les HL. Donc la HL est aware de ce qu'elle a en dessous au final. Donc c'est plutôt cool, du coup ça va bien se passer auprès des services, des managers, etc. etc. Bien, alors... Ah, elle récupère l'XML directement. C'est l'XML, machin... L'XML est créé à la main. Ah oui, non, mais en fait, il y a un truc, s'ils m'entendent, s'ils me voient, un tool s'il vous plaît. Voilà. Enfin, pas pour moi, je m'en fous en fait maintenant. Mais pour les autres. Donc la test suite, comme je disais, ça vient s'intervenir encore une fois ici. Et donc là, vous voyez avec tout ce qu'on vient de raconter, que c'est... Quoi? Donc avec tout ce qu'on vient de raconter, si j'ai pas une test suite pour valider que tout va bien se passer,
On sent que c'est l'échec total du système. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a les VTS. Donc bien sûr, on va venir tester ici ce qu'il y a là, on va avoir besoin de tester ce qu'il y a ici, pour se garantir en fait de cette linéarité qu'il y a entre les différentes couches. Bien, niveau développement, si demain matin j'ai envie de rajouter mon petit périphérique. Alors j'ai quand même beaucoup discuté, sur moi je suis plus dans l'entreprise, je suis partie discuter avec mes anciens collègues qui sont eux dans le monde du travail, donc ceux qui travaillent chez Génie Mobile, qui font Génie Motion, qui eux-mêmes sont en relation, qui travaillent aussi sur des boards, sur des machins, etc., sur différents devices. J'ai discuté un petit peu avec eux de savoir, oui vas-y quand tu portes un device, comment ça se passe. Moi j'ai essayé de vite fait, parce que moi en fait j'ai un petit driver de merde, mais mon driver de merde ça prend 30 secondes à porter, donc c'est pas très révélateur quand t'arrives, je sais pas, tu dois gérer un TPE. Alors, rajouter le TPE, le driver, etc., du TPE qui est branché, machin, ça va être fun. Et choses comme ça. Comment ça se passe? En fait, alors, je suis allée un peu vite là. J'en parlerai après. L'idée, c'est qu'en fait, d'abord, regardez donc, le graphe qui est là. Déjà, Android, c'est gros au niveau du source code. Si vous voyez un petit peu en fonction des versions, ça monte. À partir de Marshmallow, ils ont fait oh, on va quand même un peu cleaner, on a des trucs en trop qui servent à rien, donc on va enlever les dépôts Git, etc. Ça, c'est le nombre de dépôts Git. Hein. Ok? Donc en haut, c'est 600. Si vous n'arrivez pas bien à lire. Hein. Ouais, je sais, je me dépêche. Tu vois, je suis presque à la fin. Donc du coup, derrière, ce qui se passe, etc., on voit qu'en fait, on augmente de dépôts. Je suis en train de dire, j'ai du code généré. Donc du coup, déjà, avec Oreo, on arrive à 600 dépôts. Ah bah oui, attendez, vous rajoutez des composants qui avant étaient tout de machin, etc. Il faut séparer les dépôts Git, donc ça en fait plus. Bah ouais. Donc voilà, derrière, je suis en train de générer des fichiers. Avant, globalement, il me fallait, avec source code et compilé, il me fallait 100 gigas disponibles. On est passé à 120 gigas, un ch'touille en dessous de 120 gigas, je suis à 119 gigas en haut. Donc on peut dire plus haut à 119, c'est-à-dire qu'en fait j'en fais un deuxième giga, je fais encore un deuxième device que je recompile à côté, dans le même source tree, je rajoute à peu près 60 gigas. Voilà ce que ça impacte de générer les fichiers que vous avez vu tout à l'heure. Ça va juste prendre beaucoup d'espace sur votre machine. Donc déjà, coût de développement, machin, etc. Déjà, il faut que j'ai la machine qui puisse le compiler, il faut que j'ai l'espace X pour le faire. Faut compter le temps en soi que de récupérer les sources. Donc ça, c'était le premier truc. Ça, c'est la première base. C'est quand vous arrivez, vous voulez commencer à faire du développement Android dans la ROM. Il faut commencer par récupérer les dépôts. Derrière, sur l'implémentation, ce que je disais, quand on a discuté, etc., pour porter les nouveaux devices, cette mise à jour, elle a fait très, 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 très mal. Le coût de portage, de passer de Nougat à Oreo pour les parties justement des gens qui gèrent des périphériques, etc., c'est énorme. C'est des mois et des mois de dev, okay, ou avec une documentation qui est quand même assez light, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller ouvrir le code, machin, etc. Les erreurs ne sont pas encore tout à fait... Il y a des erreurs qui sont assez flagrantes, d'autres c'est vachement moins. Vous oubliez aussi, ah au fait j'ai oublié de mettre ma version, je l'ai changée, du coup il faut que j'aille rechanger mes matrices, etc. parce que j'ai zappé. Bah oui, c'est le truc. Enfin, il y a tellement de fichiers à modifier à tellement d'endroits qu'à la fin vous savez plus. Enfin, si vous faites pas une tâche complète jusqu'au bout quasiment, bah, vous avez oublié des trucs. Donc choses comme ça, les XML à écrire à la main. Donc voilà. Mais quelque part, quand on voit que derrière, tout le boulot qu'il y a à faire pour que la prochaine fois où je vais avoir une nouvelle version d'Android, par exemple l'Android P va faire encore un peu mal, moins, mais va faire un peu mal quand même, je pourrais directement, ça sera beaucoup plus facile parce que j'aurai déjà toutes les interfaces de fait. D'accord? Et même si mon... qu'est-ce qu'il y a? Alors ouais, c'est un peu ma crainte en fait. J'ai un peu la trouille parce que je me dis, ça se trouve, là j'ai une version de ce que je viens de vous présenter, en fait on a trop de route, on a peut-être eu un bug quelque part, et en fait, on rajoute un nouveau pass-through, whatever, enfin voilà. Normalement, non, là ça marche, normalement. Enfin, ça marche. Les devices de base sont gérés. Donc du coup, c'est reculer pour mieux sauter, mais le recul, c'est un recul de je fais 1 km en arrière parce que en fait, ça coûte super, super cher. Et encore une fois, du temps, c'est de l'argent, donc ça a coûté excessivement cher à faire ce portage. L'autre avantage aussi, c'est vrai qu'effectivement, un des avantages, c'est le fait d'être modulaire. Alors effectivement, il est super modulaire, donc du coup, je peux changer mes trucs, etc. Si j'oublie pas mes fichiers, mes versions, etc., mes instances, globalement, c'est vrai que c'est plus facile. Mais à part ça, en temps de consommation de développement, c'est énorme. Surtout pour le portage. Du coup, d'un point de vue sécu, qu'est-ce que ça apporte? On a vu, du coup, on a les Linux, les règles des Linux qui sont standardisées, qui est déjà le premier truc, que ces interfaces entre la HAL, la partie entre le kernel et les HAL, et le HAL avec la partie framework, étaient standardisées via XML. Et en plus de ça, on a des VTS. Donc techniquement, ça a l'air, au niveau architecture, pas trop mal.
En fait, je vous ai un peu menti. Je vous ai pas tout dit. En fait, ce que j'ai oublié de vous expliquer sur le runtime des dernières, donc justement de la nouvelle à jour, avant je vous disais, vous souvenez-vous, je les ai bien dit que la shell tournait dans le même process, d'accord, que le système serveur qui le chargeait. Ben en fait, maintenant les HL elles sont sandboxées, comme le sont les applications Android. Donc du coup, résultat, c'est en fait derrière quand j'ai comme en fait ce que j'ai pas pu expliquer, que je ne peux pas tout expliquer, en fait, vous avez dans Android un truc qui s'appelle les permissions. J'ai un talk là-dessus, j'en ai déjà fait, vous regardez sur les SEO Week des années précédentes, j'ai déjà fait des talks sur la question, donc si vous posez question c'est quoi, allez voir, et après, si vous avez des questions, on en rediscutera. Vous avez les capabilities, etc. Mais en fait, avec toutes les permissions pour les HL qui sont directement dedans. Donc en fait, si votre device ici, il est compromis, vu que ça tourne, lui, il vient taper directement dessus, vous pétez toute la chaîne. Donc voilà. Et globalement, 80% des devices Android se font exploiter par le kernel. Nickel. Donc du coup, on a dit, ouais, on va peut-être éviter ce truc-là. Donc voilà, donc du coup, on s'est dit non, on va peut-être mettre une barrière en fait, et cette barrière finalement, c'est effectivement les HAL qu'on a voulu sandboxer. Donc du coup, ici, donc là, il y a le kernel qui a été renforcé, entre guillemets, si je puis dire ça comme ça, sur les dernières versions. Quand je dis sur le kernel Android, vu ce qui s'est passé avec Oreo, je pourrais en parler encore pendant 4 heures. Je vais m'arrêter là. Ici, mais du coup, mes HAL, elles sont sandboxées, elles tournent dans leur propre process avec leur propre niveau de privilège qui est le plus bas possible. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire grand-chose. Je t'arrête. Donc même si tu arrives à péter le device, machin, etc., qui arrive peut-être à taper là-dessus, et encore, je vous rappelle, ah non, j'ai peut-être pas dit, en C++, sur les versions C++, c'est une version client-serveur. Donc du coup, en fait, l'avantage derrière, c'est ok, tu arrives à remonter là, mais voilà, c'est réglé, quoi. Mon client, il est là, le serveur, il est là, donc voilà, donc ça nous fait une barrière. J'ai quasiment fini, c'est mon dernière slide. Donc du coup, elles sont sandboxées, et ça, c'est tout un avantage, justement, pour la partie sécu. Et le problème, le seul défaut, c'est que si on arrive à faire ça, vu que c'est via Binder, ben du coup, on prend vachement des PC dans la gueule. Donc juste pour résumer, ce que je viens de dire, c'est toute cette partie-là qui a sauté. Et qui tourne dans son propre process. Donc plus facile pour les updates, et du coup l'application de patch de sécurité, donc, surtout au niveau du kernel. Et donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est cool Android? Ouais. Allô, allô. Vas-y, donc vas-y. Allô. Papa. Ah oui, alors, donc la question c'est de dire globalement, j'ai en train d'écrire des fichiers qui sont globalement avec une définition d'un langage d'interface, donc je peux ce langage, alors il est codifié ce langage, il y a une grammaire derrière. Mais du coup, je peux gérer dans tous les langages que je veux. Oui, c'est bien pour ça qu'avant, si tu veux, on ne pouvait pas écrire les HL en Java, et aujourd'hui, c'est complètement possible grâce à ce truc-là, sinon on ne pouvait pas le faire. Justement, c'est ce que je disais, c'est que je rêve qu'une chose, c'est que ça le soit. C'est d'arriver, d'avoir un seul truc, c'est que générer ces XML. Mais là, pour l'instant, tu dois les écrire à la main, ceux-là. Vraiment, t'as pas le choix. Est-ce que ça répond à ta question ou pas? Si on oublie une version, est-ce que une version de quoi? À quel niveau? Parce que les versions, on en a parlé. Bah en fait, le seul truc, c'est que tu vas potentiellement, tant que ta version est disponible en dessous, même si tu en oublies une, au pire, il va taper sur la vieille. Donc au pire, tu oublies une version. Par contre, si tu l'oublies à un endroit, un endroit où il n'y a qu'une seule version, ton truc ne marche plus. Vas-y. Donc là, visiblement, on est en train d'arriver et d'abstraire
Encore plus tout ce qui est effectivement gestion des devices, etc. On est en train de redécouper avec plus de services, etc. Est-ce que ce serait pas par hasard le début de transition vers un fuchsia ou un truc comme ça? Voilà. Alors, oui, je ne serais pas... En vrai, je serais absolument pas choquée que ça soit potentiellement le cas, en fait. J'ai regardé un petit peu... Moi, je suivais pas mal Fuchsia, comment ça commençait, etc. Ils étaient vachement chauds dessus, etc. Tu fais, ok, d'accord. Alors, Fuchsia, pour ceux qui le savent pas, c'est l'autre OS de Google, qui se veut à la base être pour les devices embarqués et qui soit un peu plus shrinkés. Arrête-moi, il est pas real-time, celui-là. Je crois qu'il n'y a pas une partie real-time dans Fuchsia? Ouais, donc, ouais, mais ok, donc je sais plus, enfin, je crois que il faudrait, là, vraiment, je suis vraiment pas sûre de moi. Mais voilà, bref, globalement, c'est fait pour des devices embarqués, où justement, le problème d'Android, comme je l'ai dit, c'est les écrans, etc., etc. En fait, un device Android qui n'a pas, un device qui a pas d'écran, qui a un Android, ça n'a pas de sens. Alors que Fuchsia, alors, il y en a qui existent, hein, c'est à moins de sens. Donc du coup, Fuchsia, je sais pas si lui aussi, il a ce même prérequis-là, peut-être que moins. Et du coup, la transition vers Fuchsia, elle doit être beaucoup plus simple, non? Il n'écoute pas la réponse à la question. Non, je disais, les Fuchsia n'ont pas forcément besoin d'avoir un écran pour tourner, c'est pas aussi strict que pour Android, où tu as vraiment d'avoir un écran pour exploiter les conneries. C'est good. On va voir, service. Ouais, c'est ça, ok. Ouais, d'accord, ok. Magnifique. Ouais, génial. Donc voilà. Ouais, non, ce serait pas choquant. Bah, en fait, en même temps, Android, ça fait combien d'années que ça existe? 2007, cher ami. Ouais, en fait, entre ce qui a existé et ce qui... Voilà, c'est ça. 2007. En gros, globalement, c'est 2007, pour la simple et bonne raison. Vous voyez la sortie de l'iPhone? Ça commence à peu près par là. Ouais, mais c'est fin 2006, début 2007. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc voilà, merci beaucoup. Donc en fait c'était mon dernier talk sur Android. Je ne veux plus jamais toucher à ce truc-là. Je crois que ça s'est compris. Et l'année prochaine vous trouverez sur un autre sujet, donc orienté sur la stack graphics, Linux, etc.